Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Joël. Diffusé en direct lundi 5 septembre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé le mardi 6 septembre, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Joël, merci Franck. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, pendant ces 3 heures de libre journal, je vais pousser un cri d'indignation qui, je pense, sera partagé par mes 2 invités, Jean-René Ladmiral et Pierre Milan, et tout à l'heure Alfred Gilder. Un double cri d'indignation du reste. Dans la seconde partie, à partir de 19h30, pour ceux qui nous écoutent en direct, nous nous indignerons de la démolition de la langue française, en nous concentrant en particulier sur la réforme de l'orthographe. Langue écrite, langue parlée, faut-il réformer l'orthographe ? Et comme j'ai la chance d'avoir parmi mes invités Jean-René Ladmiral, fondateur d'une nouvelle science, la traductologie, éminent philosophe et traductologue donc, eh bien, nous pourrons aller au fond des choses à propos de la démolition de la langue française. N'est-ce pas, Jean-René Ladmiral ? Nous nous y efforcerons. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas la démolition de la langue française dont nous allons parler, mais la démolition de la France. L'antiracisme contre la France, tel est notre sujet. L'antiracisme contre la France, car je vais soutenir, et je pense que M. Jean-René Ladmiral et mon autre invité, M. Pierre Milan, ne vont pas trop s'éloigner de ma position sur ce sujet. Je pense que l'antiracisme est une machine de guerre contre la France qui vise à la destruction de la France par l'immigration. Et je dis tout de suite qu'à l'ère des attentats islamistes en série, à l'ère du grand remplacement, selon l'expression de Renaud Camus, la dénonciation du racisme devient un crime de collaboration avec l'ennemi. Alors ça n'est pas pour dire que du point de vue moral, du point de vue éthique, on ne puisse pas bien entendu défendre l'antiracisme. En soi, d'un point de vue théorique, je peux d'autant moins le dire que nous l'avons fait dans le cadre du Carrefour de l'Horloge, à l'époque Club de l'Horloge, n'est-ce pas, Pierre Milan, vous en êtes aujourd'hui le secrétaire général, dans un livre de 1999, toujours disponible aux éditions Godefroy de Bouillon, et qui pour moi, je le dis sans fausse modestie, n'est pas dépassé, ne le sera jamais. Penser l'antiracisme, Henri de Lesquen et le Club de l'Horloge, Penser l'antiracisme aux éditions Godefroy de Bouillon. Livre dans lequel il y a des contributions d'auteurs aussi éminents que nos 2 maîtres à penser, les maîtres à penser du Carrefour de l'Horloge, Julien Freund et Gilles Monroe, les regrettés amis que nous avons eus et dont nous admirons l'œuvre, mais aussi d'autres personnalités remarquables, et qui nous ont aussi quittés, comme François-Georges Dreyfus, qui était aussi à Radio Courtoisie, et comme Georges-Paul Wagner, avocat remarquable. Bien. Penser l'antiracisme, donc, il y a une façon, non pas politiquement correcte ou cosmopolitiquement correcte, mais une façon honnête de penser l'antiracisme. J'ai essayé d'ailleurs, dans ce livre Penser l'antiracisme, de présenter cette façon honnête, philosophiquement honnête de penser l'antiracisme, dans une introduction, une présentation qui commence par un universalisme de l'incarnation. Et où j'explique, au nom du Carrefour de l'Horloge, que l'universalisme est en soi antiraciste, que le nationalisme du reste est aussi antiraciste, dans le bon sens du terme, et qu'il ne faut pas le confondre avec l'antiracisme habituel, qui est en fait l'émanation du cosmopolitisme. Et je voudrais donc, avec Pierre Milan, secrétaire général du Carrefour de l'Horloge, porte-parole de Voix des Français, avec Jean-René Ladmiral, philosophe et traductologue, analyser le concept d'antiracisme, et plus que le concept du reste, analyser la manière dont il est employé pour détruire la France.
Je soutiens d'ailleurs que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que depuis qu'il y a une législation antiraciste, cette législation n'a servi qu'à détruire la France. Et j'avance même cette idée peut-être originale, Jean-René L'Admiral, Pierre Milan, que nous avons changé de constitution sans le savoir, le 1er juillet 1972, sous Pompidou, lorsque nous avons adopté la loi Pleven. La loi Pleven, qui est la loi fondatrice de la législation antiraciste, qui ensuite a été enjolivée, complétée par diverses lois, notamment la loi Guesso du 13 juillet 1990. Donc 1er juillet 1972. Avant, la préférence nationale était l'essence même de la République. La République, c'est le régime qui établit la souveraineté de la nation et qui fait une distinction entre l'intérieur et l'extérieur, les frontières, et qui fait une distinction entre le français et l'étranger. Et donc qui fait un devoir civique et une obligation juridique de la préférence nationale. Depuis le 1er juillet 1972, loi Pleven, c'est l'inverse. La préférence nationale est interdite. Alors, pas totalement, puisque dans certaines administrations, sinon dans la plupart, administrations publiques, on est encore tenu de recruter des Français. Je ne sache pas qu'on puisse élire un président de la République qui ne soit pas de nationalité française. Pour l'instant, en tout cas. Mais les particuliers, pour leur part, ne peuvent plus dire qu'ils préfèrent recruter, donner un emploi à un Français, qu'ils préfèrent donner un logement à un Français, et ainsi de suite, sans tomber sous le coup de la loi, d'une loi pénale extrêmement stricte, d'ailleurs appliquée avec fanatisme et rigueur, il faut bien le dire, par les tribunaux. Hein. On envoie en prison des gens pour avoir fait des actes de discrimination ou des actes qui sont considérés comme une incitation à la haine raciale. Bon. À côté de ça, certains délinquants, eux, ne vont pas en prison parce que la peine serait trop légère. Voilà. Donc on est vraiment dans un pays qui, depuis le 1er juillet 1972, a quitté l'esprit de sa constitution, bien que la lettre en ait été plus ou moins conservée, car il y a quand même eu beaucoup de réformes qui ont perverti cette constitution de 1958. Mais pour autant, nous devons refuser ce discours antiraciste et nous devons expliquer pourquoi nous le faisons et pourquoi il est vital de le faire si nous voulons que la France vive, qui après tout devrait être le principe moral de tout Français qui aime sa patrie, qui a reçu un tel héritage aussi prodigieux, et pas seulement l'héritage de la langue, l'héritage de toute la nation, toute son histoire, toute sa culture, toute sa civilisation. Eh bien, nous avons le devoir de faire en sorte que ce discours antiraciste ne détruise pas la France, et nous devons le combattre. Voilà, je voulais en introduction expliquer ça tout à trac, et j'aimerais que mes deux invités, Jean-René L'Admiral et Pierre Milan, réagissent et donnent leur point de vue sur ce sujet que j'ai lancé, l'antiracisme contre la France. Pierre Milan. Eh bien, cher Président, vous avez dit déjà beaucoup de choses et vous avez bien avancé sur un sujet hypersensible, je vais y revenir, et qu'il faut bien analyser au départ pour éviter tout amalgame ou toute interprétation trompeuse. Je dirais que c'est un sujet effectivement hypersensible compte tenu du contexte, vous l'avez déjà souligné. Et j'ajouterais en forme de plaisanterie, si vous voulez, que les oreilles qui nous écoutent ce soir ne sont peut-être pas systématiquement des oreilles amies. Et que j'imagine que les chasseurs ont armé leurs fusils de la censure autour du lac que nous formons. Alors à nous, les canards, de faire attention. Mais je les salue cependant, comme tout, je salue tous les auditeurs de Radio Courtoisie, au nom de la courtoisie de cette radio, et surtout de la liberté d'expression qui a longtemps été un élément de la douceur de vivre en France. Jusqu'au 1er juillet 1972. Jusqu'au 1er juillet. Cette date-là. La douceur de vivre un peu. a été largement entamée. Enfin, voilà. En fait, c'est un débat relativement ancien. Dans la mesure où la doxa dite antiraciste, je mets ce terme volontairement entre guillemets, n'est que le fruit d'une autre idéologie, d'une plante vénéneuse pour notre patrie qui s'appelle l'utopie égalitaire, qui est certes née à gauche,
mais qui a peu à peu imprégné tout l'échiquier politique, jusqu'y compris la droite qui se dit républicaine. Et c'est ce thème qu'il faut analyser en profondeur, car l'utopie égalitaire conduit naturellement au refus de l'exclusion. Vous avez cité des ouvrages du Carrefour de l'Horloge, citons un autre qui s'intitule « Le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire », et à sa forme inquisitoriale, qui s'est décrété antiraciste, qui s'est décrété seul antiraciste, et c'est de cette dérive totalitaire que je pense que nous parlons aujourd'hui, et non pas d'un débat forcément incertain et piégé sur l'égalité ou la hiérarchie des ethnies. Voilà ce que j'ai à dire dans un premier temps. Des ethnies ou des races. Le débat tel qu'il s'engage se situe au niveau des principes fondamentaux du problème et des enjeux politiques fondamentaux. Je voudrais faire une remarque plutôt de caractère tactique. Il m'apparaît que si une partie de l'éventail politique, si la gauche met tellement l'accent sur l'antiracisme, c'est dans l'idée de produire des racistes pour enfin justifier sa position. On a une faillite idéologique de la gauche au sens où tous les principes dont elle se réclamait sont soit réalisés comme étant allant de soi, soit au contraire falsifiés. Tout le côté économique de l'idéologie socialiste et a fortiori communiste a fait faillite. Et alors, les voilà maintenant en quête d'une nouvelle idéologie, d'un nouveau drapeau. Et en même temps, parallèlement, ils perdent les classes populaires sur le plan électoral. Et alors, l'astuce tactique, ça va être de se constituer un nouveau prolétariat grâce à l'immigration. Et si Hollande a été élu, le ratio qui lui a fait gagner par rapport à Sarkozy, c'est en partie le vote musulman. Mais en même temps, en adoptant cette tactique, c'est aussi une manière d'exaspérer certains Français, les rejeter du côté de ce qui pourrait être qualifié de raciste, de façon à justifier leur posture morale. Oui, mais tout dépend de ce qu'on appelle la gauche. Pour revenir à ce que vous dites, Jean-René Admiral, et aussi à ce qu'a dit à l'instant Pierre Milan, il y a derrière ce qu'on appelle la gauche, il y a un courant profond qui est l'utopie égalitaire. Mais cette utopie égalitaire qui est une vue du monde qui traverse les âges depuis au moins 2000 ans, 3000 ans, au moins 2500 ans, au moins depuis Diogène le Cynique et depuis la Grèce, elle a deux pôles de manifestation. Une utopie ne peut pas se réaliser par définition, mais elle se manifeste sous deux pôles contradictoires. L'un qui est le collectivisme, et qui donne le socialisme proprement dit, l'étatisme, et le communisme, qui est une forme pure de ce collectivisme. L'autre forme, c'est le cosmopolitisme. Et aujourd'hui, la gauche idéologique, je parle de la gauche sur le plan idéologique, et qui en fait se retrouve abondamment dans les partis qu'on appelle à tort de droite, et notamment à l'UMP, aujourd'hui les Républicains. Le cosmopolitisme, c'est une idéologie fondée d'ailleurs sur une philosophie, plus qu'une simple idéologie politique, ça va au-delà, qui remonte à l'école des philosophes, de l'école cynique. Vous êtes philosophe de formation, et même de profession d'ailleurs, Jean-René Admiral, donc vous connaissez bien l'école cynique. Le plus connu de ces philosophes qui vivaient au IVe siècle avant Jésus-Christ en Grèce, c'est Diogène le Cynique. Qu'on appelait parfois Diogène le chien. D'où l'expression cynique. Cynique, ça veut dire le chien en grec, je crois. Hein. Kunos. Hein. Voilà. Dès lors, depuis donc 2350 ans, cette philosophie et cette idéologie cosmopolite est constituée avec sa cohérence interne. Qu'est-ce que c'est qu'un cosmopolite ? Par définition, en grec, ça veut dire le citoyen du monde. Cosmos, le monde. Polites, le citoyen. Et on voit tout de suite que le cosmopolite est un menteur. Car cette expression citoyen du monde est une subreption dans les termes. Pourquoi ?
Parce qu'on est forcément citoyen d'une cité. Une cité, par définition, ça a un intérieur et un extérieur. Ça a des frontières. Le monde n'a pas de frontières. Donc en réalité, le cosmopolite, ce menteur, cet imposteur, cet escroc intellectuel, se définit comme citoyen du monde parce qu'il refuse d'être citoyen de sa cité. C'est un traître à sa cité par définition. Il rejette les frontières. Et on voit très bien dès l'origine, depuis justement Diogène le Cynique, il y a 2350 ans à Athènes. Et les origines d'ailleurs du premier empire, enfin pas du premier empire, mais du premier empire grec, gréco-macédonien, fondé par Alexandre. On voit très bien que cette abolition des frontières que veulent réaliser les cosmopolites, elle porte non seulement sur les frontières physiques, mais aussi sur les frontières morales. Car les vraies valeurs, les valeurs authentiques, le bien, le vrai, le beau, établissent des frontières entre la valeur et l'antivaleur, entre le beau et le laid, entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Ce sont ces frontières-là que le cosmopolitisme fait disparaître. Et alors, ce qui est important, c'est que cette philosophie cosmopolite, elle a connu une très grande influence sous l'Empire gréco-macédonien. Elle a connu une grande influence, sous une variante d'ailleurs un peu plus civilisée, sous l'Empire romain. Mais ça n'atteignait que les élites. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation complètement inédite. Depuis quelques dizaines d'années, le cosmopolitisme est non seulement l'idéologie des élites ou des classes dirigeantes, que j'ai du mal à qualifier d'élite, ça m'arrache un peu la bouche de les qualifier d'élite, mais elle est imposée, ou en tout cas inculquée, à l'ensemble de la population, par tous les canaux des médias et de l'éducation dite nationale, qui est devenue en fait une déséducation cosmopolite. Et on aboutit à une vision globale de la société dont l'antiracisme est la principale manifestation, mais qui est générale. Ce qu'il faut bien comprendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est que le cosmopolitisme, cette idéologie cosmopolite, est aujourd'hui l'idéologie dominante et qu'on vous sert sous différents subterfuges ou sous différents habillages. Alors on vous dit les droits de l'homme, le refus de l'exclusion, dont parlait tout à l'heure Pierre Milan, l'antiracisme. Mais c'est toujours derrière cela le cosmopolitisme dont on parle peu. Alors quelquefois, on en parle un peu, mais pas beaucoup. L'expression est trop révélatrice. En fait, elle est innommée parce qu'elle est innommable, cette idéologie cosmopolite. Mais elle est globale. Et je soutiens qu'on a des phénomènes qu'il faut combattre, qui sont l'immigrationnisme, la supranationalité, le libre-échangisme, pour ce qui est du volet externe de l'abolition des frontières physiques, mais aussi le mariage homosexuel, la théorie du genre, le laxisme judiciaire, l'abolition de la peine de mort, le prétendu art contemporain qui est en fait un art dégénéré, tout cela vient d'une même source, le cosmopolitisme, qui est le deuxième pôle de l'utopie égalitaire. Et nous sommes dans une situation de transition où la société dans laquelle nous vivons en France reste extrêmement collectiviste, parce que nous avons tout l'héritage du passé. Nous avons une énorme sécurité sociale, nous avons 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, mais où l'oligarchie qui nous dirige est totalement cosmopolite, et en fait, elle est prête à sacrifier le collectivisme du moment que le cosmopolitisme est imposé aux Français. Et ça implique en particulier, au nom de l'antiracisme, l'ouverture des frontières à l'immigration. C'est d'ailleurs pire à l'étranger qu'en France, parce que le pire des personnages que je connaisse aujourd'hui dans le monde, c'est sans doute Angela... Enfin, on peut discuter, Abou Bakr al-Baghdadi n'est pas très bien non plus, mais Angela Merkel a commis un crime contre sa patrie. Elle a déclaré qu'elle ne voulait fixer aucune limite à l'immigration des réfugiés, qui suffisaient de pousser la porte pour rentrer. Et 1 million d'immigrés sont rentrés illégalement avec la bénédiction de Mme Merkel en 2015. C'est fou et criminel. C'est fou et criminel. Cela dit, ses électeurs lui ont répondu, là. Alors, effectivement, nous sommes dans l'actualité. Aujourd'hui, lundi 5 septembre 2016, puisque hier, le 4 septembre, dans les élections de Poméranie, Mecklembourg, Poméranie occidentale, le parti populiste, qualifié évidemment par les cosmopolites d'extrême droite, mais qui est en fait uniquement populiste, l'autre choix pour l'Allemagne,
Je traduis Oui. l'expression allemande que je ne parle pas cette langue. Donc, Alternative für Deutschland. alors, alternative en français, non pas en franglais, ne se traduit pas dans ce sens-là, par alternative, mais par autre choix, autre solution, l'autre voie, on devrait dire, l'autre voie pour l'Allemagne. Oui, parce qu'une alternative, ce sont les deux termes. L'alternative, en bon français, c'est un choix entre deux termes. Ça n'est pas l'un des deux termes de l'alternative. Pas deux alternatives. Voilà, il n'y en a qu'une. Bien, alors, le sujet dont nous parlons aujourd'hui, à savoir l'antiracisme contre la France, c'est un sujet existentiel, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Nous sommes les seuls à le traiter comme ça. C'est raison de plus pour que vous souteniez votre radio, parce que c'est la seule à pouvoir tenir ce langage de vérité. Mais c'est un langage de vérité qui est un langage de salubrité publique, de salut public. Si les Français ne comprennent pas qu'il faut abjurer l'antiracisme, qu'il n'y a pas... Ce qui s'appelle l'antiracisme. Oui, non, mais attendez. Aujourd'hui, on n'est plus à finasser. L'antiracisme théorique, et le bon antiracisme théorique, on peut le connaître et le pratiquer en lisant Pensée l'antiracisme du Carrefour de l'Horloge, ex-Club de l'Horloge, édition Godefroy de Bouillon. Bien. Mais le discours antiraciste dans tous les domaines, la dénonciation du racisme, c'est uniquement... C'est une arme. Une arme antinationale. Bah, Jean-René L'Admiral. La discussion telle qu'elle s'est développée, grâce à vous, Henri de Lesquen, s'est située au niveau des fondements philosophiques fondamentaux, cette redondance, qui ramène donc à juste titre au cynisme et au cosmopolitisme, tout un ensemble de manifestations délétères de notre société. Mais peut-être, c'était un peu le point de vue que je voulais adopter, je voulais me focaliser plus concrètement sur l'antiracisme tel qu'il est présenté, vécu, parce que beaucoup de gens ne voient pas et n'ont pas envie de voir ce qu'à juste titre vous mettez en évidence, et l'antiracisme est solidaire d'un potentiel affectif, émotionnel fort. Ah, évidemment. Et c'est pour ça que, avant ou parallèlement à l'effort pour le faire remonter à une source philosophique comme vous l'avez fait, on pourrait prendre les choses par le petit bout de la lorgnette de façon plus immédiate. Je dirais, j'ai critiqué la gauche en disant... quand vous parlez de la gauche, j'ai l'impression que vous parliez des partis dits de gauche. Alors qu'en fait, la gauche idéologique, elle ne connaît pas les frontières des partis. Les trois quarts des gens de l'UMP, aujourd'hui les Républicains, faussement oui, non, vous avez raison. sont des gens de gauche idéologiquement parlant. Vous avez raison, mais moi... Il y a l'étiquette et le contenu. Voilà, mais il y a dans les partis de gauche et chez les gens de gauche que je connais, puisque je suis universitaire, l'antiracisme fait florès et fait fortune parce que c'est au moins ça qui subsiste, semble-t-il, de la faillite idéologique de la gauche. Et alors, la droite... Je vous interromps sur ce point, mais c'est exactement ce que je viens de dire d'une autre manière. Lorsque vous parlez de la faillite idéologique de la gauche, en fait, c'est une mutation. On est passé du collectivisme qui a fait faillite, avec l'effondrement de l'URSS en particulier, évidemment, évidemment, et puis plus généralement avec la faillite de l'État-providence, d'un pôle à l'autre. Vous avez l'utopie. Il y a un tronc commun qui est l'utopie égalitaire, mais qui est dans le subconscient, ou qui est dans les fondements philosophiques, mais pas dans l'expression idéologique. Cette utopie égalitaire, qui est donc constitutive de la gauche, elle s'exprime sous deux gauches différentes, sous la forme de deux gauches différentes, la gauche collectiviste et la gauche cosmopolite. Et alors les gens croient que le clivage gauche-droite a disparu parce qu'ils ne se rendent pas compte que maintenant il oppose le populisme au cosmopolitisme, les peuples à la superclasse mondiale, alors qu'autrefois, il opposait, l'axe principal d'opposition était entre à droite le libéralisme, ou un libéralisme identitaire, ou un national-libéralisme, et à gauche, le collectivisme sous la forme du communisme en particulier. Voilà. Mais c'est toujours la gauche, puisque c'est toujours l'émanation de l'utopie égalitaire. J'en suis d'accord, mais dans le discours idéologique qui nous est tenu dans les médias et qui est tenu dans certains milieux, notamment les milieux intellectuels, on en est encore
à l'idée d'une idéologie de gauche qui serait morale, et la prétendue droite se laisse contaminer, et aux yeux Totalement. Et aux yeux des tenants de la gauche, c'est tout simplement de l'hypocrisie et de la tactique. Ils ne voient pas l'ampleur du problème tel que vous l'avez mis en évidence. Sur ce point, d'ailleurs, au passage, je voudrais dire que ça fait 3 siècles que ça dure. Que la droite, qui se définit en fait par son opposition à la gauche, fondée sur l'utopie égalitaire, contient en son sein les plus grands esprits, les plus grands talents, mais est rarement capable, a rarement la capacité stratégique nécessaire. La gauche a eu jusqu'à présent, depuis 3 siècles, ça dure depuis ce que Paul Hazard appelait la crise de la conscience européenne, qu'il a daté des années 1680-1715. Depuis 3 siècles, la cécité idéologique, pour ne pas dire la bêtise idéologique, la bêtise stratégique de la droite est effarante, si vous voulez. Tout à l'heure, je parlerai de la notion de République, par exemple. C'est une sottise absolue de laisser la République comme cadeau aux cosmopolites d'aujourd'hui. Car la vraie République, celle de la Troisième République et jusqu'à De Gaulle, s'oppose totalement au cosmopolitisme actuel. Jean-René Ladmiral, je vous ai interrompu au moment de votre développement. Oui, donc je me situe à un niveau beaucoup plus phénoménologique et je dirais partiel, superficiel. Je suis sensible au discours dominant de l'irrationnel de gauche qui fait une fixation émotionnelle sur l'antiracisme. Et on conçoit évidemment que l'antiracisme, c'est un petit peu leur fonds de commerce idéologique, c'est ce qui reste. C'est ce dont ils croient que c'est ce qui reste de leur idéologie qui est en faillite. Et je dirais qu'il y a justement, dans cette gauche, un désir, en somme, d'alimenter ce qui serait un racisme de la population, faire croire que les Français sont racistes, c'est ce qu'on nous assène constamment dans les médias et dans certains milieux, en jouant justement d'une immigration galopante, d'un laxisme envers certaines minorités qui deviennent une majorité, dans le fait qu'on qualifie certaines exactions, on les interprète comme la conséquence d'une frustration sociale, d'une inégalité, d'une discrimination. Il y a une volonté, je dirais, me semble-t-il, d'alimenter des réactions qu'on pourrait alors qualifier de racistes. Et récemment, je ne sais plus qui indiquait qu'il fallait se préparer à des troubles importants avec les terroristes et, ajoutait-il, de l'ultra-droite, comme si justement la montée du terrorisme était l'occasion de faire lever une minorité, et en somme l'ennemi, ça va être les patriotes. Et là, c'est déjà. Mais depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972, les ennemis, ce sont les patriotes. Pierre les ennemis politiques, oui. Oui, mais c'est vrai que la droite, vous avez raison de dire que la droite n'a jamais cessé que de se défendre contre la poussée. La fausse droite. La fausse droite n'a jamais cessé de se défendre contre la poussée idéologique de la gauche, parce que la fausse droite n'a pas d'idéologie, comme l'a dit tout à l'heure Henri de Lesquen. Elle a la même idéologie. Elle prend une idéologie qui se passe pour corriger, parce que son but c'est pas l'intérêt du peuple, c'est pas le bien du peuple, c'est le bien de soi-même, c'est les places. Donc à partir de ce point-là, n'importe quoi est bon. Donc, mais c'est vrai que l'égalitarisme est devenu l'idéologie des pouvoirs institués, et aujourd'hui, comme Henri l'a très bien signalé, après avoir sévi dans le domaine économique, en quelque sorte, le domaine étatiste, elle sévit maintenant dans ce domaine de la pseudo-générosité dont vous parlez, la pseudo-générosité, qui n'est rien d'autre qu'une arme de sidération de la droite, en disant aux autres, vous êtes des méchants parce que vous n'êtes pas pour le bonheur du monde éternel, vous êtes des méchants. Bon. Et surtout, ces politiques d'inspiration égalitaire reposent toujours sur les mêmes mécanismes. Les prélèvements et la redistribution d'une part, ce dont Henri a parlé. Aujourd'hui, c'est la réduction de l'espace de liberté des personnes. Et cet espace de réduction de liberté en les empêchant d'exercer leurs préférences. Ainsi, par exemple, justement, au nom de l'antiracisme,
on s'efforce de mettre en tutelle non seulement la liberté de préférer, mais aussi même celle d'exprimer sa pensée, voire même de conceptualiser. Donc on a institué la censure à l'intérieur de la tête des pauvres citoyens qui Alors, en peuvent mais il faut bien nous comprendre. sommes devant une dictature. Il faut bien comprendre, oui Pierre Milan, il faut bien comprendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que la dénonciation du racisme est délétère. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que le terme de racisme prend dans l'antiracisme une extension indéfinie. Maintenant, on vous explique que vous êtes raciste si vous dites qu'il y a des races humaines. Mais il faut être soit fanatique, soit demeuré pour prétendre que l'espèce Homo sapiens n'est pas divisée en races. Bon. Oui. Peut-être, Jean-René Admiral. ce serait le moment je voudrais proposer une charte pour l'antiracisme qui tient en 4 principes, 2 principes fondamentaux et 2 principes subsidiaires. Jean-René Admiral. Principe numéro 1, il n'y a pas de race. Les races n'existent pas. Principe numéro 2, ces races qui n'existent pas sont égales. Corollairement, donc 2 principes subsidiaires, il faut métisser entre elles ces races qui n'existent pas. Et 4e principe, 2e principe subsidiaire, les métis qui seront constitués par ce métissage constitueront à son tour une race mais supérieure aux autres, à ces autres races qui n'existent pas. Voilà la charte que je propose pour l'antiracisme. Non mais écoutez, vous résumez très bien de manière drôle, Jean-René l'Admiral, le fond du discours totalement inauthentique au sens philosophique du terme de l'antiracisme qui pour parler un langage plus courant, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Alors, moi je voudrais dire la vérité. Oui, peut-être encore un point. On pourrait ajouter un axiome, et je n'ai pas encore lu Penser l'antiracisme, mais certainement... Édition Godefroy de Bouillon, voilà. Henri de Lesquen et le Club de l'Horloge, Penser l'antiracisme. Voilà, que j'ai noté 1999. Je dirais que le racisme est une attitude naturelle. Tout le monde est raciste. Ça ne veut pas dire que ce soit justifié. Ça veut dire que toute communauté a tendance à stigmatiser l'extérieur. Et le paradoxe, c'est que quand on parle de racisme, on stigmatise une communauté blanche dominante de souche, alors que quand on fréquente certaines minorités, on voit bien que le racisme, au sens large, où maintenant on emploie le terme, est partagé par tout le monde. Et alors l'idée... c'est ceux-là même qui s'en disent les victimes qui ne manquent pas de l'être eux-mêmes. Alors le paradoxe, c'est que ce terme de racisme est employé en un sens large comme... Exprès. Évidemment, et je dirais non seulement exprès par cynisme, mais aussi par, non pas par naïveté, mais on est dans le domaine de l'affect. Alors écoutez, moi je vais vous proposer, parce que vous savez, les mots sont des armes dans le langage politique ou métapolitique, les mots sont des armes, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bon. Et je crois vraiment que pour mettre un terme, en tout cas pour contrecarrer ce discours antiraciste qui est en fait une expression du cosmopolitisme et qui détruit la France, il ne faut pas passer son temps à dire « Ah mais je ne suis pas raciste », à essayer de se défendre par... Donc il faut dire « Écoutez, je n'ai pas de haine, et donc je refuse la haine raciale. » Comme toute forme de haine sociale d'ailleurs. La haine de classe, qui aboutit à l'extermination des koulaks, n'est pas meilleure que la haine de race qui aboutit à l'extermination des juifs, ou la haine d'ethnie, parce que les juifs ne sont pas une race au sens propre du terme. Mais moi qui suis un homme bon, je rejette la haine. En revanche, je suis un homme sérieux, et je sais bien que l'espèce Homo sapiens est divisée en races, comme beaucoup, sinon la plupart, des espèces animales. Et de plus, je dis que la conscience de race, elle, n'est pas mauvaise. On peut et on doit être conscient d'appartenir à une race, et on peut et on doit être fier de sa race, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que c'est une façon d'assumer l'héritage de ses ancêtres. Et alors je ne peux pas m'empêcher à ce stade, évidemment, de dire ce que j'appelle la prière du matin, mais qui est plutôt la prière du soir à Radio Courtoisie, puisque je l'ai dit dans mon émission de 18h, Jean-René l'Admiral, vous voyez ce que je veux dire.
Une citation du général de Gaulle. Le général de Gaulle qui, en 1959, disait ceci en confidence, pas en confidence d'ailleurs, parce que en fait, ça a été corroboré par beaucoup d'autres textes, d'autres déclarations de lui, à Alain Peyrefitte, ce qu'il pensait du sujet. C'est de Gaulle qui parle. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français bruns, des Français noirs. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Fin de citation. Je le sais par cœur maintenant, Pierre Milan, parce qu'à force de le répéter à l'antenne de Radio Courtoisie... Je vais finir par le savoir par cœur, parce que je l'ai entendu si souvent de votre bouche, cher président. Alors, j'essaie d'imiter De Gaulle comme le faisait Henri Tizot. Je suis moins doué que n'était Tizot, mais enfin, je trouve que je m'améliore un petit peu en vieillissant. Hein. Vous vous améliorez avec le temps. Mais c'est vrai que... Mais de toute façon, vous avez cité De Gaulle, mais moi, je citerai plus modestement... je reviens au carrefour de l'horloge, ancien club de l'horloge, mais dans la politique du vivant, nous disions déjà, et il y a de cela plus de 30 ans, l'antiracisme authentique ne peut se fonder que sur le respect des différences. Il admet l'existence des races, ce qui est un fait d'évidence, mais il se refuse à établir entre elles une quelconque hiérarchie. Si les races sont différentes, on ne saurait pour autant les qualifier d'inférieures ou de supérieures. Pas plus, disait-on dans cet ouvrage La politique des vivants, pas plus qu'on ne songe à classer Hokusai, vous savez, d'ailleurs il y a une exposition de ce peintre japonais en ce moment à Paris, par rapport à Dürer. Donc... je me demande si Dürer n'est pas mieux quand même, non ? Oh, c'est très beau, Hokusai, c'est magnifique. Hein. Ouais. Oh, c'est un peu simpliste quand même. Hein, bon. Oh non, c'est au contraire, il y a beaucoup de détails. Ouais, je ne crois pas que le sujet de l'émission soit de parler des mérites comparés de Dürer ou de Hokusai. Non, mais en fait, le véritable humanisme, je suppose en fait une conception équilibrée des relations entre le biologique et le culturel. Le biologique et culturel forment un tout. Une société est un système bioculturel complexe où les deux sphères s'interpénètrent et interagissent. Et c'est d'ailleurs ce que disait Giscard d'Estaing, le président Giscard d'Estaing au colloque Biologie et devenir de l'homme en 1974. Le patrimoine spirituel d'une civilisation vécu collectivement répond au patrimoine génétique d'une descendance biologique. Ça, c'est une phrase importante, hein. Franchement, très juste. Hein. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai cité, puisque c'est à nouveau le président du Carrefour de l'Horloge qui l'a cité dans une intervention, je la cite, lorsqu'il a attribué le prix Lysenko à monsieur André Langanet en 1996. C'était une intervention du 12 décembre 1996. Alors, vous voyez qu'il y a de bonnes choses au Carrefour de l'Horloge, et je vous invite, chers auditeurs, à venir le fréquenter assidûment. Alors, Pierre Milan, merci. Je crois qu'il faut donner quelques définitions pour que les choses soient claires dans l'esprit des auditeurs de Radio Courtoisie. Le terme de race... Alors, il faut savoir que les mots, comme disait Pareto, qui n'était pas linguiste mais philosophe, enfin économiste et philosophe à la fois, sont des étiquettes pour désigner les choses. N'est-ce pas ? Monsieur l'admiral Saussure a dit à peu près la même chose en disant c'est l'arbitraire du signe. Oui, c'est le nominalisme. L'arbitraire du signe. Vous disiez, pardon ? Oui, l'arbitraire du signe et philosophiquement le nominalisme. Oui, mais non, parce que c'est différent, il s'agit de langue, il ne s'agit pas d'anthologie. Et donc l'arbitraire du signe, ça veut dire que le mot table pourrait désigner la chaise et réciproquement. Bon, il n'y a pas de lien entre un signifié et un signifiant qui soit obligatoire. Tout à fait. Mais tout ça pour vous dire que le mot race a plusieurs acceptions. Acception, et non pas acceptation, étant le terme qui désigne les différents sens que prend un mot. Le mot table a plusieurs acceptions. Une table de nuit, le mot table n'a pas la même acception dans table de nuit et dans table de multiplication. Bon. Ça a l'air tout bête, mais il faut vraiment avoir ça à l'esprit quand on parle notamment de la race. La race a quantité d'acceptions. Alors j'essaye pour ma part de l'employer principalement, mais pas uniquement, dans le sens strictement biologique. C'est-à-dire comme division de l'espèce. L'espèce humaine, c'est l'espèce Homo sapiens, qui appartient au genre Homo, à la famille des hominidés. Qui appartient à la famille des hominidés. Non, au genre Homo, à la famille des hominidés.
à la classe des mammifères, mais avant il y a l'ordre des primates et à l'embranchement des vertébrés. Et cette espèce Homo sapiens, elle se divise selon le grand anthropologue américain Carleton Coon, mort en 1981, en 5 races, ou sous-espèces, qui sont les caucasoïdes, qu'on appelle vulgairement les blancs, les mongoloïdes, qu'on appelle vulgairement les jaunes, les congoïdes, qu'on appelle vulgairement les noirs, mais aussi les capoïdes, c'est-à-dire les Bochimans et les Hottentots de la province du Cap en Afrique du Sud, et les australoïdes, c'est-à-dire les aborigènes australiens, les Kanaks, les Mélanésiens, etc. Donc 5 races, je préfère d'ailleurs ces termes techniques parce qu'ils ont l'avantage d'être scientifiques et d'éviter les confusions avec la couleur de la peau. Car la couleur de la peau est absolument secondaire, non pas, la race n'est pas secondaire, mais la couleur de la peau est secondaire. C'est ainsi que les habitants de l'Inde, les Indiens de l'Inde, en Asie, sont des caucasoïdes, sous réserve de métissage avec les aborigènes, qui sont des australoïdes, alors qu'ils ont la peau souvent foncée. Et c'est ainsi aussi qu'il y a 3 races noires. Et les 3 races qui ont la peau noire, les congoïdes, ceux qu'on appelle les noirs en général, les capoïdes et les australoïdes, mais qui n'ont absolument pas la même configuration génétique. Tout ça pour dire que le mot race peut être employé principalement pour désigner ces 5 races humaines. Alors, l'ennui, c'est que les anthropologues, jusqu'à aujourd'hui, ont employé aussi le mot race pour désigner les subdivisions de ces sous-espèces. Parlant, par exemple, pour les caucasoïdes, de races, ce sont en fait des sous-races, non pas au sens de dénigrement, mais au sens de subdivision, des subdivisions de la race caucasoïde, qui sont les races méditerranéennes, alpines, etc. J'évite pour ma part d'employer ces expressions parce que ça crée la confusion. Et puis, on emploie aussi race comme synonyme d'ethnie. L'ethnie étant une catégorie culturelle, qui peut évidemment désigner des populations génétiquement différentes, mais qui ne sont pas cataloguées comme des races à proprement parler. Et d'ailleurs, Oresco Référin, c'est le célèbre théoricien raciste Georges Vacher de la Pouge, qui justement, pour faire cette distinction, a inventé le mot ethnie, qui n'existait pas avant lui, donc vers 1900 ou 1905. Et donc, mais maintenant, on distingue bien ethnie de race. Donc, pour les scientifiques, la race, c'est une catégorie biologique, et l'ethnie, une catégorie culturelle. Et on peut peut-être rappeler aussi que le terme de race était employé dans la tradition en un sens beaucoup plus large. Flou, beaucoup plus large. Oui, mais avec un sens biologique quand même, la race des rois. Il y a un fondement biologique au sens où il y a une continuité de filiation plus ou moins réelle, plus ou moins charnelle, mais plus ou moins réelle ou imaginaire, selon les cas. Et on parle de fin de race, d'un type racé, la race des seigneurs. Et dans ce cas-là, ça ne gênait personne. Et c'est maintenant que, il y a eu une précision du sens biologique du concept comme vous l'avez mis en avant, et que, troisièmement, c'est devenu un terme polémique. Voilà. Alors, un enjeu de clivage politique et de diabolisation. Tout ça j'explique le sens des mots. Le terme de racisme peut désigner... Dans racisme, il y a race. Mais on l'emploie, et on ne peut pas faire autrement, dans un sens plus large que si c'était simplement la distinction ou l'hostilité ou la conscience des races au premier sens du terme, c'est-à-dire des races biologiques, caucasoïdes, etc. Ça existe, c'est-à-dire il y a un racisme au sens à la fois de conscience de race et de haine raciale entre et en particulier aux États-Unis, mais aussi en France. Il suffit d'écouter d'ailleurs la musique de rap. Entre les caucasoïdes, les blancs, et les congoïdes, c'est-à-dire les noirs. Ça, c'est le racisme, disons, au sens précis du terme. Mais on l'emploie de manière plus large. Et comme le mot ethnisme n'existe pas, à ce moment-là, c'est la race au sens d'ethnie. Quand on parle d'antisémitisme, on devrait parler de racisme anti-juif. C'est l'hostilité à l'égard des juifs qui ne sont pas une race, qui sont une ethnie. Voyez. Oui, et moi je me souviens... Le racisme anti-français, c'est le racisme contre une ethnie française, ou même une nation, et non pas contre une race. Il n'y a pas de race française au sens de race biologique. Et je me souviens d'une discussion avec un de mes collègues où je critiquais l'islam, et il m'a été répondu, mais t'es raciste. Je dis, mais c'est formidable. J'adore discuter avec les intellectuels, mes chers collègues, parce que j'apprends toujours quelque chose. Là, je viens d'apprendre que l'islam est une race. Et c'est une chose que
j'ignorais. Alors, les acceptions des mots sont libres et on peut employer le terme de racisme, et on le fait de manière extrêmement large pour désigner l'hostilité à toute catégorie. Le racisme anti-vieux, le racisme anti-jeune, le racisme anti-femme. Le racisme anti-radio-courtoisie. Comme auparavant, on utilisait le terme fasciste. Tout le monde était fasciste. Encore maintenant, je vous rassure, encore maintenant. Encore maintenant. Alors, donc... Peut-être pour faire redescendre le débat, parce que tout de suite, nous avons adopté une position extrêmement ambitieuse qui, encore une fois, concerne les fondements anthropologiques et philosophiques du racisme. Moi, ce qui m'apparaît du concept de race et corollairement donc du racisme, et il m'apparaît, je voudrais faire redescendre le débat au niveau de l'affect idéologique. Il me semble que cette injure, cet emploi stigmatisant, injurieux, polémique du concept de racisme, c'est l'arme politique par laquelle on va introduire un clivage stigmatisant par rapport à ce qui reste une attitude vraiment de droite et en tout cas absolument patriotique. Alors moi, je vois dans cette stigmatisation, cette injure raciste, tu es raciste, ce sont des racistes. Alors écoutez, fait, une projection d'un racisme inconscient et non assumé chez ceux qui stigmatisent les autres. Cher Jean-René Almiral, l'antiracisme aujourd'hui, c'est plus qu'une escroquerie. C'est une arme de destruction massive contre la nation française. Et donc moi je vous dis, si on vous traite de raciste, haussez les épaules et dites « je ne suis raciste ». J'ai trouvé cette formule qui est très déstabilisante pour les antiracistes professionnels. Je ne suis raciste que dans le bon sens du terme, comme le général de Gaulle, sans haine et sans reproche. C'est-à-dire, là, c'est la conscience de race. Dire que la France est un pays de race blanche, entre parenthèses, il est déjà consternant d'être obligé de citer de Gaulle pour rappeler des évidences, car tout ce que dit de Gaulle dans cette fameuse citation que j'ai rappelée tout à l'heure, c'est un tissu d'évidence. Enfin, dire que la France est un pays de race blanche, historiquement, c'est évident. Mais il faut en tirer les conséquences. Moi, j'en tire des conséquences complètement. Une des conséquences que je tire, pour ma part, c'est qu'il faut cesser de raconter n'importe quoi. Il faut donner, une nationalité propre aux pays d'outre-mer qui ne sont pas peuplés, d'abord qui sont très éloignés. Donc géographiquement, ce n'est plus la France, c'est à la France, mais ce n'est plus la France, et qui sont peuplés de populations qui ne sont pas des populations françaises. Du point de vue de l'identité, les Guadeloupéens et les Martiniquais sont des gens extrêmement respectables, mais ils devraient avoir une nationalité propre guadeloupéenne ou martiniquaise, pour qu'on ne dise pas que ce sont des Français comme les autres. Non, mais il est vrai que dans le discours, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, monsieur l'amiral, dans le discours quotidien, le terme raciste le terme de racisme, le qualificatif de raciste est devenu une arme sidérante. Lorsque quelqu'un ne tient pas un discours qui est politiquement conforme à la doxa, on lui reproche d'être raciste. Et par conséquent, c'est devenu de la prévention interne. À force d'avoir peur d'être traité de raciste, les Français eux-mêmes se censurent en quelque sorte et cherchent par tous les moyens à s'exprimer autrement. Mais je vais plus loin, parce qu'effectivement, sur le plan moral, sur le plan de la philosophie morale, il y a effectivement un mauvais racisme qui est la haine. La haine, ça n'est jamais bien du point de vue moral. Mais il faut bien comprendre que dans une certaine situation de danger immédiate, eh bien, d'une part, la haine est provoquée par la situation. Elle est provoquée par le fait que les gens se sentent en danger. Et effectivement, il faut avoir une haute conscience morale pour éviter de devenir raciste dans le mauvais sens du terme quand on voit ce que nous subissons. Et donc, quand on voit ce que lorsqu'on est en état de guerre, par exemple en 1914 entre la France et l'Allemagne, est-ce qu'on allait persécuter les gens qui faisaient preuve de racisme anti-allemand et qui disaient les salboches, etc. Ça aurait été totalement aberrant du point de vue politique. Donc aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, où la France est menacée de subversion, il faut dire, sur le plan moral, soyons humanistes, soyons chrétiens, refusons la haine. Mais il faut dire qu'il est compréhensible qu'il y ait des gens qui aient la haine, parce que cette haine a été provoquée par la menace dont ils sont l'objet. Et donc la haine raciale, c'est mal en soi, mais en fait c'est une source d'énergie qui peut aider la France à se sauver du mauvais pas où elle est tombée. Et toujours en termes de vocabulaire, il y a maintenant la doxa officielle aujourd'hui manie la carotte et le bâton. Le bâton, c'est le fait d'être raciste si jamais on ne dit pas, on dit certaines choses qui ne conviennent pas. Et la carotte, c'est le vivre ensemble. Lorsqu'on accepte effectivement, qu'on se soumet totalement, alors on est un adepte de la théorie de la volonté du vivre ensemble, et ça c'est le bien. Donc ils ont recréé un bien et un mal.
mais qui sont deux éléments de désinformation. Deux éléments toujours sidérants, ce sont des armes. Joël. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit Pierre Milan. Jean-René Ladmiral, philosophe traductologue, et Pierre Milan, secrétaire général du Carrefour de l'Horloge, porte-parole de Voix des Français, sur le thème « L'antiracisme contre la France ». Un auditeur de Radio Courtoisie... Alors, notez les questions et puis vous répondrez à la fin, s'il vous plaît. Dans les journaux qui soutiennent Israël, on fait du racisme anti-arabe en toute impunité. Un auditeur, en dehors de Marine Le Pen et ceux de son camp, il n'y a pas de droite en France. Il faut arrêter d'intituler droite les républicains et les sinistres qui les représentent. Sarkozy, Fillon. Un auditeur, la France n'a jamais été une terre d'accueil selon les critères actuels. Il n'a jamais été question de substitution de population. Un auditeur de Radio Courtoisie, on ne défend pas son pays en le fuyant, c'est de la lâcheté. Une auditrice, j'ai cherché un auxiliaire de vie, c'est-à-dire un homme, et on m'a rétorqué que je n'avais pas le droit de choisir le sexe de mon auxiliaire de vie. C'est du racisme, madame, fut leur réponse. Message pour monsieur l'admiral. Liberté, égalité est un oxymore. Une auditrice, est-ce que ce n'est pas du racisme que de vouloir métisser les races ? On peut être raciste tant qu'on ne met pas une certaine catégorie dans des camps de concentration pour les anéantir. On a le droit de préférer une race à une autre. Un auditeur de Radio Courtoisie, il est périlleux de parler de racisme et d'antiracisme, car il est impossible de dénoncer les profiteurs de l'antiracisme, car les profiteurs tiennent le monde. Il est possible, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Une auditrice de Radio Courtoisie, nous sommes victimes du racisme, nous les autochtones. Il en va de même pour les indigènes des autres pays européens. Un auditeur de Radio Courtoisie, il serait important de protéger certaines races car elles ont des caractères biologiques bien particuliers. Par exemple, les Esquimaux ne deviennent jamais chauves. Voilà. Alors, répondons à ces questions. Toutes les races, par définition, ont des caractères biologiques particuliers, sinon ce ne seraient pas des races. Les Esquimaux n'étant qu'une subdivision de la race mongoloïde. Une sous-race. Question d'une auditrice sur le fait que les autochtones, c'est-à-dire nous, les Français de souche, nous sommes victimes du racisme anti-français. Alors ça, c'est un des éléments que nous n'avons pas assez souligné jusqu'à présent, mais qui est très important. C'est que l'antiracisme, en fait, est asymétrique et unilatéral. Si on traite quelqu'un de sale arabe, on est condamné par les tribunaux. On commence par être mis en garde à vue, etc. Si on traite quelqu'un de sale français, on n'est pas condamné. Donc, depuis l'origine, malgré ses prétentions universalistes, la loi antiraciste, en fait, n'est pas universaliste. C'est une loi faite pour détruire la France, parce qu'elle est appliquée uniquement dans un sens. Bon. À cet égard, je voudrais souligner qu'il y a dans l'antiracisme, dans l'angle mort de l'antiracisme, un racisme extraordinaire qui est totalement ignoré, le racisme juif. Le racisme juif était extraordinaire. Vous savez que le judaïsme actuel est fondé sur le Talmud. Et le Talmud affirme que la différence entre les juifs et les non-juifs, appelés goyim d'un terme méprisant, est d'une nature supérieure à celle qui existe entre les non-juifs et les bêtes. Seuls les juifs sont vraiment des hommes. Alors, ne parlons pas du Zohar, qui est complètement délirant, qui va encore beaucoup plus loin, puisque le Zohar explique que les juifs sont des parcelles de la divinité, la Shekinah, dispersées au milieu du fumier des goyim. Le Talmud dit par exemple, le meilleur des goyim, tue-le, etc., etc., etc. Donc on a vraiment une religion qui est essentiellement raciste. D'ailleurs, le principe du peuple élu, qui a été transformé et interprété par le Nouveau Testament, pour être élargi à l'humanité entière, est, sans le Christ, une doctrine
raciste, qui d'ailleurs se voit dans l'Ancien Testament, où le génocide est censé être prescrit par Dieu lui-même. Lisez le Deutéronome, lisez par exemple. Alors, je vous conseille, chers auditeurs de Radio Courtoisie, de lire dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, donc, dans la Bible, le chapitre 15. Vous serez sidérés. Car Dieu est censé, par la voix du prophète Samuel, demander au roi Saül d'exterminer les Amalécites, de faire le génocide des Amalécites. Y compris, c'est précisé, les enfants à la mamelle. Donc on a affaire, le racisme juif est extraordinairement poussé, il se manifeste d'ailleurs ouvertement dans l'État raciste qui s'appelle Israël. Israël est un État raciste, ouvertement raciste. Enfin ouvertement, avec des précautions de langage et des tempéraments, mais il est fondamentalement raciste. Et jamais les associations dites antiracistes, à commencer par la LICRA, ne dénoncent le racisme juif. Jamais. Et pour cause. Souvent, la LICRA est évidemment une officine de délation qui est rattachée au CRIF et qui est liée donc à une organisation juive identitaire, et elle mène une action antinationale au nom de l'antiracisme, sans jamais dénoncer le racisme juif. Oui, je voulais dire qu'il y a peut-être une explication à Pierre Milan. À cette différence de traitement, à cette bizarre asymétrie dont vous parliez, cher Président. S'il est permis d'accorder la préférence à certains citoyens au détriment des autres, pour la doxa cosmopolite au pouvoir, vous avez entendu, c'est parce que on nous a persuadés, par suggestion, sans l'énoncer clairement, mais on nous a persuadés quand même, qu'il y aurait en quelque sorte des peuples bourreaux, les nations occidentales, coupables devant l'histoire de crimes qu'ils n'auraient jamais fini d'expier, et puis qu'il y aurait aussi des peuples martyrs qui auraient tant souffert de notre fait que nous ne pourrions jamais payer notre dette envers eux. Or, cette théorie sous-jacente dans ce système de propagande et qui en assure la cohérence est objectivement raciste, puisqu'elle fait porter à certains hommes, et non à tous, une responsabilité morale collective et héréditaire de génération en génération. C'est particulièrement vrai en Allemagne. Les Allemands, 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont encore en train de se battre la coulpe. C'est effarant. Et d'ailleurs, je remarque qu'ils auraient dû méditer cette phrase qui est citée dans le livre Penser l'antiracisme du Club de l'Horloge. C'est une citation de Vernon Walters du 27 avril 1990. C'était l'ambassadeur des États-Unis à RFA. « J'étais récemment en France et l'on m'a demandé si je n'avais pas peur des Allemands. J'ai répondu que je ne croyais pas à la culpabilité héréditaire, ce serait une nouvelle forme de racisme. » Mais apparemment, Mme Merkel croit à la culpabilité héréditaire parce qu'au nom de ces principes de culpabilité permanente, de repentance permanente, eh bien, elle ouvre les frontières à une invasion d'immigrés. Et si vous me permettez, je poursuis ce que je voulais dire. Et ça explique, dans le discours idéologique, comme dans la pratique politique, cette étrange asymétrie dont vous parliez. Et c'est pour ça qu'il est permis, par ceux qui nous gouvernent, ou ceux qui nous inculquent cette idéologie, de tenir à l'égard des Français de souche des propos de dénigrement, qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, s'ils étaient appliqués à d'autres groupes, susciteraient immédiatement une indignation énorme. Il est permis aussi de préconiser, de mettre en œuvre des politiques qui ont pour but avoué de favoriser les étrangers, nonobstant le principe de préférence nationale, en l'inversant en préférence étrangère, malgré le principe de l'égalité des citoyens devant le droit. Et ainsi de suite. C'est vrai. Alors, un auditeur nous disait, chers amis, que la France n'a jamais été une terre d'accueil selon les critères actuels. Alors, ce qui est vrai, c'est que la France n'était pas historiquement un pays d'immigration. Entre, disons, le VIe siècle, la fin de l'arrivée des Bretons en Armorique, immigration sympathique, puisque j'en suis issu, cher Jean-René l'Admiral, et la fin du XIXe siècle, il n'y a pas eu pratiquement d'immigration en France. Enfin, elle était marginale. Voilà. De plus, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ainsi qu'au Ve siècle, les immigrés étaient de race caucasoïde, blanche, étaient d'ailleurs de souche indo-européenne, et étaient ou allaient être de religion chrétienne. Ce qui est très différent de l'immigration qu'on connaît. Donc pas d'immigration entre, disons, 550 et 1850. Je simplifie bien sûr, entre 1850 et 1950, immigration européenne, purement caucasoïde, et en général chrétienne. Et très limitée.
Non, pas très limité. Non, elle n'a pas été très limitée. Non, il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols. C'est pas comparable avec... Oui, et alors, depuis 1950, on voit arriver des flots d'immigration du tiers-monde, des populations qui ne sont pas assimilables. Les individus sont peut-être assimilables, hein, mais pas des populations entières. Et à tel point que pour accoutumer ou faire céder la France à cette immigration inassimilable, on a inventé le terme d'intégration, qui est une subversion dans le terme, encore une fois. Parce que l'intégration ne veut rien dire. L'assimilation, ça a un sens. Beaucoup de Français que nous connaissons, dont votre serviteur, ont une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui est venue d'un pays de culture occidentale et qui sait parfaitement assimiler, lui ou ses enfants, ses descendants. Aujourd'hui, c'est extrêmement différent. Les populations qui arrivent d'Afrique ou d'Asie ne sont pas assimilables et ne veulent même plus s'assimiler d'ailleurs. Et d'ailleurs, on vous parle de communautés asiatiques ou de communautés chinoises, de communautés ceci, de communautés cela, ce qui prouve bien que cette notion de communauté prouve bien qu'on a renoncé à la notion d'assimilation. La notion républicaine d'assimilation signifie que les gens qui veulent devenir français doivent se laisser absorber ou vouloir se faire absorber, eux et leurs descendants, par la communauté nationale. Alors, ils peuvent bien sûr conserver le souvenir de leurs ancêtres venus de Russie ou de venir d'Italie, mais ils doivent se sentir français en étant parfaitement assimilés. Et c'est le cas de très très nombreux Français qui ont, encore une fois, des ancêtres immigrés. Enfin, une partie de leurs ancêtres venus de l'immigration, issus de l'immigration. C'est même le cas d'immigrés récents qui se sont véritablement assimilés. En revanche, aujourd'hui, on a des populations qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas s'assimiler. Et par conséquent, c'est la seule solution pour que la France survive, qu'elle recouvre son identité et qu'elle ne la perde pas, envisager et prévoir la réémigration, c'est-à-dire l'inversion des flux migratoires qui aura pour but de faire partir de France progressivement et pacifiquement les immigrés qui ne sont pas assimilés, qui ne vérifient pas le critère républicain d'assimilation. Oui, je voulais juste citer un souvenir personnel. Quand j'étais très très jeune, je connaissais des personnes qui arrivaient, des Nord-Africains, qui arrivaient d'Algérie parce qu'ils avaient été chassés par le FLN. Les gens s'installaient là, nous étions dans un milieu populaire, et leurs enfants avaient tous un prénom français. Robert, Marguerite, je ne sais quoi. Et si je regarde maintenant avec le temps a passé, et quand je regarde maintenant les mêmes Nord-Africains qui vivent... Qu'on appelle maintenant maghrébins d'ailleurs. Maghrébins qui vivent en France, sont issus de générations de gens qui ont vécu longtemps en France, et ils exigent maintenant de porter un prénom. Exemple illustre, Rachida Dati a appelé sa fille, dont le père n'est pas déterminé avec certitude, Zora, si je me rappelle bien. Voilà, un non-musulman. Donc ces Nord-Africains réfugiés, pourtant, elle a l'air assimilée, véritablement réfugiés, qui arrivaient d'Algérie où ils étaient massacrés, n'avaient qu'un seul but, c'est d'entrer dans la société française et de s'y assimiler. Et aujourd'hui, cette population qui vit en France depuis un certain temps, non seulement ne veut pas s'assimiler, ne veut même pas s'intégrer, mais au contraire revendique une différence culturelle et ethnique. Pour en revenir à ces questions de remplacement, de grand remplacement, de substitution de population, je voudrais signaler aux auditeurs qui ne le sauraient pas que les grandes invasions, ce qu'on appelle dans les livres d'histoire, ou ce qu'on a appelé dans les livres d'histoire les grandes invasions, l'irruption qui a duré d'ailleurs plusieurs siècles, de populations germaniques, dont les Francs qui ont donné leur nom à la France, les conquérants, et aussi les Visigoths, les Ostrogoths, les Burgondes, etc., n'a représenté, pour autant qu'on puisse le déterminer avec précision, que 1% de la population dans le sud, au sud de la Loire, et 5% dans le nord, en moyenne 3%. 3% pour l'ensemble du territoire français d'aujourd'hui. Vous voyez que c'est sans rapport avec l'immigration que nous connaissons. Les étrangers qui sont en France, c'est au moins 10%, et les binationaux et les immigrés inassimilés, c'est au moins 10 ou 15%. Donc on a aujourd'hui une immigration absolument énorme, qui n'a jamais été connue dans l'histoire de France et qui implique des mesures d'urgence. C'est l'antiracisme qui nous empêche d'appliquer cette politique de cellule nationale. Donc il faut absolument refuser de s'associer à l'antiracisme, c'est-à-dire à la dénonciation du racisme. Premièrement, s'il y a des racistes, eh bien qu'ils expriment librement leurs opinions, liberté d'expression.
L'antiracisme, c'est le verrou qui permet de ne pas contrôler l'immigration. C'est le prétexte. Et alors, c'est intéressant, dans les concepts mis en avant, l'assimilation, c'était non seulement l'objectif, mais la réalité traditionnelle, donc d'assimilation des immigrés qui devenaient français. Ensuite, il était question d'intégration, ce qui était une façon de minimiser la part d'assimilation sans l'exclure, comme si l'intégration était peut-être une case intermédiaire. Non, l'intégration est un terme fait pour tromper. Je me rappelle très bien en 1988 le rapport de la commission Marcellon, qui ne donne aucune définition claire. Il y a deux choses qui sont claires. Il y a l'assimilation et puis l'insertion. L'insertion est utopique peut-être, mais l'insertion, ça veut dire qu'on juxtapose des communautés. C'est la société multiculturelle, l'insertion. Et l'intégration, c'est en fait compris comme synonyme d'assimilation par le public, mais en réalité, par ceux qui le proposent, c'est l'insertion, c'est-à-dire la juxtaposition sans assimilation de communautés hétérogènes. C'est une tromperie, et c'est de plus une utopie, l'insertion ou l'assimilation dans le sens d'insertion, parce que, selon une formule qui a été forgée justement par le Carrefour de l'Horloge, à l'époque par Michel Leroy, son secrétaire général, votre prédécesseur, Pierre Milan, les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Et on peut ajouter d'ailleurs que les sociétés multiraciales sont multiracistes, comme on le voit aux États-Unis. Ce qu'Yvan Blot définissait bien par les différentes étapes de la libanisation d'un pays. Au départ, tout va bien entre communautés, puis petit à petit, ça se dégrade jusqu'à arriver aux catastrophes. Donc il faut impérativement abjurer l'antiracisme, autoriser l'expression libre des opinions racistes, s'il y en a, sous toutes leurs formes. Ce qui ne veut pas dire approuver des opinions moralement répréhensibles. Mais ça veut dire que la priorité n'est pas de les combattre. La priorité, c'est certes d'avoir une attitude parfaitement respectable et humaine, mais c'est d'abord de vouloir, par amour de la patrie, de vouloir défendre sa patrie qui est gravement en danger. Là, je trouve que vous faites une œuvre utile parce que vous êtes en train d'expliquer, vous êtes en train d'enlever au terme antiracisme tout le contexte haineux que l'idéologie cosmopolite veut lui donner. Il s'agit... Voilà. Bien sûr. Et moi, ce que je voulais indiquer, c'est qu'on a un recul progressif. On passe de l'assimilation à l'intégration et maintenant, on nous parle d'inclusion. Alors là, je vous conseille, cher... C'est exactement la négation, le refus de toute forme d'assimilation. Alors je vous invite à lire d'ailleurs, sur ce plan, le livre de Pierre Milan, Le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire, Pierre Milan et le Club de l'Horloge, parce que on parlait moins à l'époque d'inclusion, mais de refus de l'exclusion. Mais c'est une variante, si vous voulez. Dans le vocabulaire actuel, effectivement, c'est un terme d'ailleurs qui vient de l'étranger, des pays anglo-saxons. Ça veut dire inclusion, je suppose, en anglais. Alors qu'exclusion et le refus d'exclusion étaient nés en France. Mais l'inclusion, c'est l'ONU, c'est ce que j'appelle la superstructure mondiale, c'est-à-dire les organisations internationales officielles, comme l'ONU, mais aussi les ONG, mais aussi toutes les structures de propagande comme la Société ouverte de George Soros qui s'efforcent de faire passer ces concepts. La Société ouverte, c'est la société en fait sans frontières, c'est la société qui est abandonnée à l'invasion immigrée, à l'invasion culturelle et qui perd son identité. C'est cela la Société ouverte. Alors ce qui est important, c'est que l'idéologie dominante, le cosmopolitisme, ne paraît pas sous ce jour. Elle emploie des truchements, des alibis, l'antiracisme, la société ouverte, les droits de l'homme, etc., dans le but de réaliser la destruction des identités, la destruction des nations, la destruction des peuples. Ça, c'est son projet. C'est bien pour ça qu'il y a les citoyennes du monde. Alors, je voudrais dire à ce propos, à moins que vous ayez une question à soulever. Oui. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit Jean-René Ladmiral, philosophe traductologue, et Pierre Milan, secrétaire général du Carrefour de l'Horloge, porte-parole de Voix des Français, sur le thème l'antiracisme contre la France. Un auditeur. Merci de cette mise au point très claire. L'antiracisme est en effet une machine de guerre contre la France, car cette idéologie nie l'identité de la France en voulant effacer l'aspect racial, c'est-à-dire généalogique de la nationalité française. Être français, en effet, c'est avoir des ascendants français de souche. L'antiracisme est le cheval de Troie du grand remplacement, mais le pire, c'est qu'il y a des cervelles de colibri
à droite, voire à l'extrême droite, qui reprennent à leur compte cette idéologie et qui prétendent nous l'imposer. Merci. Ouais, absolument. Alors, Merci. J'ai dénoncé récemment, ça, je ne vais pas le nommer, mais il se reconnaîtra, un histrion antiraciste d'extrême droite qui justement dénonce le racisme de ceux qui défendent la France, dont votre serviteur. Alors, à ce propos, d'ailleurs, je voudrais dire un mot sur l'impossibilité d'une action antiraciste qui ne soit pas en même temps antinationale. On peut, je le répète, défendre théoriquement un antiracisme sain, identitaire, et c'est ce que nous avons fait, Pierre Milan, dans le livre du Club de l'Horloge, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge, Penser l'antiracisme aux éditions Godefroy de Bouillon. Mais l'action judiciaire fondée sur des lois scélérates, dont la première est la loi Pleven du 1er juillet 1972. Et la loi Guesso ? Non, mais la loi Guesso, c'est très particulier. C'est pour la religion c'est pour étayer la religion de la Shoah. Mais plus généralement, prétendre qu'on va utiliser la législation antiraciste dans le bon sens pour défendre les Français est une escroquerie. Alors, une association a été fondée théoriquement pour réaliser ce but, qui s'appelle La Griffe, Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Bon. Honnêtement, je vais vous dire, moi j'avais de l'amitié pour son président, sans aucunement croire à sa cause, et j'ai même adhéré à cette association. Mais je savais depuis le début qu'il y avait deux failles. La première, la plus grave, c'est qu'en faisant cela, en créant une association censée défendre l'identité de la France au nom de l'antiracisme, on cautionne des lois scélérates. On les légitime. Donc c'est une erreur stratégique. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, on pouvait s'y attendre. Quand on fait ça, on ne gagne pas ses procès. Je le répète, sale arabe, on est condamné, sale français, il ne se passe rien. Donc effectivement, comme vous pouvez le prévoir, la Griffe a perdu tous ses procès, peut-être qu'elle en a gagné un ou deux sur 200, mais elle a perdu quasiment tous ses procès. Donc c'est une escroquerie, même au sens premier du terme, puisque les gens qui cotisent à la Griffe cotisent à une cause, cotisent à une association qui ne sert à rien. Ou plutôt qui sert à une chose, c'est accréditer, c'est instiller, ou plutôt imposer la doxa antiraciste, qui est donc une doxa antinationale en réalité, dans les milieux qui se croient de droite, dans les milieux de droite. Et c'est une manière de débiliter la réaction de la droite contre l'immigration. À tel point que cet histrion antiraciste d'extrême droite s'est attaqué à moi parce que j'avais cité, comme je viens de le faire, le général de Gaulle, rappelant cette évidence, encore une fois c'est une évidence, que la France est un pays de race blanche. En termes scientifiques, la France est un pays de race caucasoïde, c'est ce qui fait son identité. Enfin, c'est un des éléments de son identité. Donc on a aujourd'hui, avec cette association, une machine qui est faite pour écerveler les gens de droite et qui ne sert aujourd'hui pratiquement qu'à dénoncer les patriotes, les nationaux qui veulent réagir contre l'immigration. C'est une trahison. C'est une trahison, c'est une honte. Et bien entendu, je n'ai pas renouvelé ma cotisation à cette Griffe, qui est en fait sert de prolongement à la LICRA. Car, bien entendu, la Griffe ne s'est jamais aperçue qu'il y avait un racisme juif. Jamais. Ce qui me permet de dire, cher Pierre Milan, qu'à mon avis, la Griffe porte la griffe du CRIF. Si vous me permettez ces assonances. Donc c'est une escroquerie. Il faut le dire haut et fort, la Griffe est une escroquerie antinationale, anti-française, qui aujourd'hui sert à combattre la droite et qui est à la remorque de la LICRA et du CRIF. Et donc, elle combat en réalité les valeurs et les principes que nous défendons, avec une hypocrisie pire que celle de la LICRA, puisqu'elle prétend se réclamer de la France. Elle ne se réclame que de la chrétienté, que pour ouvrir les frontières à l'immigration en disant que du moment qu'un étranger est catholique, tout va bien. Ben non, je suis désolé, si 10 millions de Congoïdes catholiques arrivent en France, la France ne sera plus la France. C'est clair. Il y a l'élément racial, il y a l'élément religieux. Les deux éléments interviennent dans l'identité de la France. La France est un pays de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne, comme le disait De Gaulle. Ces trois éléments sont nécessaires à notre identité. Et donc, je dis, ça suffit. La Griffe est une escroquerie. Et il faut que vous le sachiez, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Ne vous laissez pas berner par des gens qui sont en fait... Alors, la plupart, je voudrais quand même dire que la plupart des gens qui sont à la Griffe sont tout à fait des gens bien. Ils sont persuadés d'agir pour la bonne cause. Mais leur chef, leur gourou, est un homme malfaisant qui se bat
contre l'identité nationale de la France et qui est au service de l'intérêt d'Israël. D'ailleurs, je crois qu'il appartient à l'association France-Israël et il n'agit que pour asservir la droite à des intérêts qui sont des intérêts étrangers. Voilà, il n'y a aucun moyen aujourd'hui de faire un combat antiraciste sur le plan pénal qui ne soit pas anti-français. Il faut demander uniquement, urbi et orbi, l'abrogation de la législation antiraciste. On ne va pas me dire que revenir à la situation d'avant le 1er juillet 1972, c'est revenir à une situation fasciste, totalitaire, etc. La France n'était pas un pays scandaleusement raciste avant le 1er juillet 1972. D'ailleurs, la loi Pleven de 1972 a été adoptée dans un contexte où il y avait déjà des gens qui se levaient contre l'immigration. C'était à l'époque l'association d'extrême droite Ordre Nouveau, qui a été dissoute avec une belle symétrie. Ils avaient fait une réunion publique. Ils avaient été agressés par les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire. Et le gouvernement, dans sa grande justice, a dissous les deux associations, celle qui était agressée et celle qui est agressée. Et d'ailleurs, Ordre Nouveau a plus ou moins donné naissance au Front National ultérieurement, lorsque Jean-Marie Le Pen a décidé de rassembler des ouailles qui venaient en partie d'Ordre Nouveau. Mais c'est contre l'immigration que cette association, à l'époque, en 1972, s'était levée. Et c'est pour la faire taire qu'on a adopté cette loi liberticide et antinationale qui s'appelle la loi Pleven. Attention, Jean-René Admiral, vous parliez de droite et de gauche tout à l'heure. En 1972, c'était Pompidou qui était président. C'était un gouvernement dit de droite. C'est ce gouvernement dit de droite qui a adopté cette législation liberticide. Encore une fois, aux États-Unis, il y a des graves atteintes à la liberté, puisque la liberté de discrimination n'existe pas, mais la liberté d'expression existe. Ah oui. Absolument. Il faut faire comme les États-Unis pour la liberté d'expression, il faut la rétablir complètement. Elle doit être totale. Et quand j'entends, alors, c'est ce que j'appelle les philippoteries. Le funeste Philippot qui nous explique qu'il faut interdire les signes religieux dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, mais c'est complètement délirant. On ne va pas interdire aux gens de porter une croix, on ne va pas interdire à un prêtre de se promener en soutane, on ne va pas interdire à une religieuse traditionnelle de porter la cornette. Et moi, si j'ai envie de porter une croix, ou bien est-ce qu'on va interdire à un prêtre même de porter le col romain ? Enfin, écoutez, est-ce qu'on va interdire aux juifs religieux de porter leurs papillotes ? Est-ce qu'il faut interdire la barbe parce que c'est un signe d'appartenance à l'islam ? La moustache, je ne sais pas, Jean-René L'Admiral, mais c'est peut-être suspect. Non, c'est complètement délirant. Donc on a affaire vraiment à une classe politique désaxée qui perd tout sens des réalités et qui perd tout bon sens. Donc, qui est en plein en situation hystérique. Là, il n'y a plus de réflexion. En fait, un des fondements, un des éléments de notre identité, c'est la mesure. C'est la mesure et la réflexion de l'identité française. Nous avons cultivé toujours l'art de la pensée mesurée, de la pensée argumentée et de la pensée rationnelle et bien présentée en plus, ce qui se conçoit bien, etc. S'énonce clairement. Ouais. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Et cette mesure, cette tempérance qui a été en grande partie une part très importante de l'identité française, est en train de disparaître au profit de l'hystérie. Sur n'importe quel sujet, la réaction devient hystérique. Le cosmopolitisme, qui est l'idéologie dominante, ne peut exercer son pouvoir qu'en hystérisant les discussions et en faisant perdre tout sens des réalités. Enfin, le cosmopolitisme nie l'existence des sexes. C'est la théorie du genre. Elle remplace le discours. C'est vraiment dans le délire. Elle nie l'existence des races, qui est pourtant une évidence de premier degré. Il suffit de se promener dans le métro sur la ligne 12 à Paris pour comprendre qu'il y a des races humaines. Et elle remplace la réflexion par le slogan. Elle remplace la rhétorique par le slogan. Alors, avant que Joël lise les questions des auditeurs de Radio Courtoisie, je voudrais quand même, parce que ce point est très important, faire comprendre à quel point nous avons changé de régime grâce à cette propagande cosmopolite, dite antiraciste. Enfin, en partie antiraciste, mais pas seulement. Et je vais vous citer, tout à l'heure j'ai cité De Gaulle, donc je ne recommencerai pas, mais qui est quand même une garantie, une référence républicaine, puisque c'est le fondateur et de la 4e et de la 5e République. Mais je vais vous citer d'autres grands auteurs de la 3e République ou de la 4e République. Vous verrez ce que c'est vraiment la République, qui n'est pas le cosmopolitisme. Je commence par Paul Doumer, président de la Chambre des députés, futur président de la République, en 1906. Paul Doumer dit ceci, écoutez bien.
N'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nient la patrie et qui répudient le devoir. Ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. » Fin de citation. Écoutez par exemple, alors là, cette phrase, je ne dirais pas qu'elle est bonne, parce qu'elle m'a valu condamnation du CSA, parce que j'avais osé la prouver, mais je vais simplement la donner, que c'est une citation historique. C'est Jules Ferry, ancien ministre de l'Instruction publique, fondateur de l'école laïque, ancien président du Conseil, qui est à la Chambre des députés en 1885. Et il dit, citation de Jules Ferry, c'est une phrase historique, « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Fin de citation. Alors, un autre fondateur de la République, Paul Bert, député de Lyon, futur ministre de l'Instruction publique, cofondateur de l'école laïque. Là, c'est en 1872. C'est un beau rôle, et c'est notre rôle traditionnel, nous, républicains, de ne jamais séparer l'idée de la République et de l'idée de patrie. De ne jamais séparer l'idée de la République de l'idée de patrie. D'autres citations de ce genre, je pense, on pourrait trouver, par exemple, cette belle citation de Édouard Herriot. Alors, qui est plus républicain qu'Édouard Herriot ? Nous sommes en 1928, il est ministre de l'Instruction publique, ancien et futur président du Conseil, et dans un livre sur l'immigration qu'il préface, il dit ceci, tenez-vous bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, Édouard Herriot dit en 1928, « Il faut sauver la race et par cela même le pays. » Il faut sauver la race et par cela même le pays. Dans le genre, j'ai encore mieux, et je laisse la responsabilité à son auteur, parce que d'abord c'est un peu tonique, et donc je ne prétends pas faire mienne cette citation, mais c'est une citation historique. Alors là, c'est Marx d'Ormois. Marx, il a un joli prénom, hein. Ministre de l'Intérieur en 1938. Alors là, tenez-vous bien, je cite. Je cite. « J'ai été amené, c'est dans une circulaire du ministère de l'Intérieur, donc envoyée au préfet. J'ai été amené, dit Marx d'Ormois, en 1938, à constater que l'immigration clandestine des Chinois en France continuait à se manifester dans des proportions importantes, augmentant ainsi le nombre des membres indésirables de cette colonie. Leur présence ne peut constituer à la longue qu'un péril manifeste, tant au point de vue de la sécurité intérieure que du développement de notre race. » Fin de citation. Vous voyez que la mentalité des républicains authentiques, d'Adolphe Thiers, que j'aurais pu citer aussi, à Charles de Gaulle, est aux antipodes de ces prétendues valeurs républicaines qu'on nous sert aujourd'hui. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous conseille d'aller voir sur mon site lesquin2007.com, site personnel où j'exprime des opinions personnelles qui n'engagent que moi et aucunement le Carrefour de l'Horloge et aucunement Radio Courtoisie. lesquin2007.com, LESQUEN 2017. Vous verrez dans la rubrique analyse un texte intitulé Les valeurs républicaines contre le cosmopolitisme. Et vous verrez ce que sont réellement les valeurs républicaines. Je fais un commentaire de ces différentes citations. Bon. La République, ça n'a rien à voir avec ce que on nous dit que c'est. Et donc, c'est une stupidité. Tout à l'heure, je parlais de stratégie. C'est une stupidité stratégique de faire cadeau de la République aux cosmopolites. Oui, vous vouliez poser quelques questions, alors allez-y très rapidement. Une rectification, oui. Le contraire de non pas de ce qu'on nous dit que c'est, mais je dirais de ce qu'on ne nous dit pas que c'est, puisqu'on ne cesse d'invoquer les valeurs républicaines sans aucun autre contenu que de discriminer ceux qui seraient supposés s'y opposer. Oui, mais les valeurs républicaines qu'on invoque ne sont pas les vraies valeurs républicaines. J'ai rappelé ce que c'était que la République est fondée sur la patrie, la nation et la conscience de race. Donc aujourd'hui, le cosmopolitisme, c'est le contraire de la République. J'entends bien. Ce que je précise, c'est qu'on invoque les valeurs républicaines sans aucun contenu. Et en réalité, bien sûr, uniquement. Et en réalité, je pense que aussi bien le chômage que le terrorisme, que tout cela ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est les élections. Est-ce que je serai élu la prochaine fois ? Alors, non, il y a plus que ça. Il y a derrière ces candidats, il y a des gens qui ont une politique déterminée. Derrière eux, une oligarchie cosmopolite qui veut détruire la France. Écoutez, sélectionnez une ou deux questions parce qu'il nous reste trop peu de temps avant la pause technique pour que nous puissions répondre à beaucoup. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, je propose cette phrase à rétorquer aux antiracistes. Non seulement les Français ne sont pas racistes,
mais ils font preuve d'une incroyable patience. Un auditeur, comment expliquer que Sarkozy ait importé 2 millions d'immigrés, sachant qu'il voterait socialiste ? Alors, arrêtez-vous là, non, pas le temps. Je crois que Nicolas Sarkozy a effectivement fait entrer 2 millions d'immigrés en 10 ans, entre 2002 et 2012, d'abord comme ministre de l'Intérieur, ensuite comme président de la République, légalement, sans parler des immigrés illégaux, c'est-à-dire qu'il a accéléré l'immigration de manière incroyable. Après Jospin, il a fait bien pire, et il a dit ouvertement que l'immigration c'était très bien et qu'il fallait arrêter de parler d'immigration zéro. Donc quand il se réclame aujourd'hui d'identité nationale, c'est vraiment le pyromane qui crie au feu. C'est une honte, une escroquerie, une de plus, une escroquerie de langage. Contrairement à ce qu'il dit, il n'a pas changé. Bien sûr que non, il n'a pas changé. Il est toujours resté fondamentalement hostile à l'identité nationale de la France. Un dernier mot avant de la pause technique. Nous reprenons dans quelques minutes, chers auditeurs, après la pause technique, pour parler de la défense de la langue française. Oui, si vous permettez, je ne parlerai pas de la défense de la langue française, mais si les auditeurs apprécient cette émission, je les engage vivement à nous rejoindre au Carrefour de l'Horloge et notamment assister à nos réunions qui sont pratiquement mensuelles, que j'appelle les rencontres du jeudi. Et la prochaine de nos rencontres du jeudi aura lieu le jeudi 15 septembre 2016 à 20h30 précise au siège de l'association 4 rue de Stockholm, Paris 8e, c'est le métro Saint-Lazare, et nous recevrons à cette occasion Madame Evelyne Josselin, éminente professeure et spécialiste de l'Amérique du Nord, pour un exposé sur le thème 8 novembre 2016, le peuple américain face à son destin. Rappelez le lieu et la date rapidement. Jeudi 15 septembre 2016, 20h30 précise, 4 rue de Stockholm, Paris 8e. Un site, si vous voulez vous inscrire, cdh@cdh.fr. Ça, ce n'est pas un site, c'est une adresse électronique. Oui, excusez-moi. Merci. Rendez-vous dans 3 minutes, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour la seconde partie de ce propos, de cette émission.